Bonjour à tous et bonjour à toi, Brian. Brian, comment vas-tu? Ça va bien, ça va bien. Toi, tu vas bien? Ça va super bien. Je suis extrêmement content de pouvoir parler de cet événement. C'est un très très gros événement, mais on va se concentrer uniquement sur le main event entre Cory Sandhagen et Rob Font. Première question que je vais te poser. Est-ce que tu préfères ce combat-là ou le combat initialement prévu qui était entre Sandhagen et Umar Nurmagomedov? Non, je préférais le combat précédent, hein. Clairement, Hmm. clairement, j'avais beaucoup plus d'attentes j'espérais avoir plus de réponses à mes questions sur le combat précédent. Mais bon, je reste quand même super emballé par ce combat, hein. Ouais, c'est clair. On a déjà main event bantamweight en général, ça ne déçoit pas. Et ici, j'ai Mhm. vraiment beaucoup de mal à imaginer comment Sandhagen contre Rob Font ne sera pas extrêmement divertissant pour les fans. Alors, comme d'habitude, je vais faire un petit tour d'horizon sur le contexte de chaque combattant, et puis on va s'emballer un peu dans nos classiques pronostats, Mhm. force et faiblesse de chaque côté, game plan et pronostics et préférences. Donc du côté en fait, c'est assez intéressant comme combat. Les deux, sur leurs 5 derniers combats, sont à 3 victoires pour 2 défaites, mais ils restent dans le top du classement, donc ils sont vraiment en train d'essayer de frayer leur chemin vers cette ceinture. Donc pour Cory Sandhagen, on a un combattant qui a 16 victoires, 4 défaites, qui a vraiment été testé à la dure dès son entrée à l'UFC. Donc à l'UFC, il a un palmarès de 9 victoires pour 3 défaites. Sur ces 16 victoires, il en comptabilise 7 par KO, 3 par soumission et 6 à la décision. Sur ses 5 derniers combats, il y a son énorme genou sauté contre Frankie Edgar. Ensuite, il y a les 2 défaites de suite qui étaient 2 Fight of the Year en fait en 2021, donc contre TJ Dillashaw à la décision partagée et puis contre Peter Yan à la décision unanime. Et puis là, il est sur 2 belles victoires d'affilée, une contre Yadong Song par arrêt du médecin entre le 4e et le 5e round. Et puis bon, là, c'est un bordel parce que je vois décision partagée contre Marlon Vera, mais c'était une absolue domination. Je sais plus quel juge avait donné la victoire à Marlon Vera, mais le mec doit être viré à tout prix. Euh, du côté de Rob Font, on a un palmarès de 20 victoires pour 6 défaites. Lui également, il a affronté tous les gros noms de l'UFC. Sur ses 20 victoires, 9 par KO, 4 par soumission, 7 à la décision. J'ai quand même notifié un truc, c'est qu'il a jamais perdu par KO. On a eu 2 combats d'affilée chez lui avec José Aldo et Marlon Vera où il s'est fait bien toucher. On questionnait un peu son menton, mais le Mhm. gars reste quand même debout. Sa carrière à l'UFC, elle commence à être longue, 10 victoires, 5 défaites. Et sur ses 5 derniers combats, il y a sa victoire contre Marlon Moraes, qui était déjà en déclin, contre Cody Garbrandt, qui était déjà en déclin, mais bon, ça reste 2 très belles victoires. Ensuite, il a ses 2 défaites contre José Aldo et Marlon Vera. Et puis, il a sa très belle victoire contre Adrian Yanez, alors qu'il était ultra underdog dans ce combat. Et moi, c'était mon pari le plus, probablement le plus judicieux que j'ai fait cette année parce que j'avais mis ma petite pièce sur notre ami Rob Font. Alors j'ai juste venir sur un aspect statistique et puis on va partir sur nos classiques. Donc dans ces 2 défaites Rob Font contre José Aldo et Marlon Vera, le striking differential est largement à son avantage, comme dans quasi tous ses combats. Donc contre José Aldo, il a touché José 149 fois et il s'est fait toucher que 86 fois. Contre Marlon Vera, il l'a touché 271 fois et il s'est fait toucher que 159 fois en retour. Donc clairement, c'est un combattant qui insiste sur le volume, et ces 2 dernières défaites à la décision, c'est juste parce que ses adversaires mettaient beaucoup plus d'intensité dans leur frappe. Et comme on sait, l'impact immédiat score plus que l'impact cumulé. Euh, alors c'est assez intéressant parce que on a déjà fait un podcast tous les deux avec Rob Font pour analyser son combat contre Yanez. On a déjà fait un podcast tous les deux avec Cory Sandhagen. Pour Rob Font, on avait notifié qu'il avait beaucoup de volume. Et toi, tu avais quand même souligné le fait qu'il avait une sacrée puissance de frappe. Ses frappes étaient relativement impactantes tout de même. Alors, bon, maintenant que mon long monologue est fait, likez la vidéo, commentez avec votre pronostic avant qu'on s'engage dedans. Les codes de Paris, ça va être intéressant. Attends, j'hésite. Tu sais quoi, je vais d'abord te demander ton pronostat. Je vais d'abord te demander ton pronostat et puis je vais donner les codes de Paris parce que moi, elles m'ont un peu surprise. Ah oui, attends, un peu surprise. Ouais. Euh,
mes pronostats. Ouais, le problème, c'est encore une fois, tu vois, genre sur ce type de combat, tu vas donner un pronostat et c'est comme si on respectait pas un combattant ou l'autre. Je pense que Rob Font est extrêmement bon et que il peut être sous-évalué, tu vois, sous-coté. Mais je vois Ouais. quand même sur ce combat un 65-35 en faveur de Sandhagen. Eh ben écoute, c'est exactement ce que j'avais en tête. Et c'est pour ça que je voulais te demander avant, parce que moi, en regardant les deux, Mhm, je m'étais dit, ok, 65-35 pour Sandhagen, ça me semble raisonnable, et c'est pas un manque de respect envers Font. mhm. On avait très bien souligné d'ailleurs dans notre dernier podcast ensemble à quel point on aimait bien ce combattant et qu'on le trouvait très très fort. C'est juste que là, ben voilà, Ah oui, oui. il affronte quand même Sandhagen, et Sandhagen, bon, moi c'est mon combattant préféré, donc j'essaye de pas trop biaiser dans ce podcast. Mon Mhm. combattant du moment préféré. Euh, les cotes de Paris ont ouvert au-dessus de 75% à l'avantage de Sandhagen. L'argent est un peu rentré sur Rob Font, donc ça s'est légèrement équilibré, mais on est toujours genre à 73% à l'avantage de Sandhagen, donc on donne un gros avantage à Sandhagen. Et là, je vais te poser une question. Ah oui, Est-ce que tu vas-y. penses, est-ce que tu penses que c'est influencé par le fait que Sandhagen était prévu sur cette carte, Rob Font était prévu sur une carte beaucoup plus loin contre Song Yadong, et ils ont brisé le combat avec Song Yadong pour pouvoir avoir Rob Font contre Sandhagen pour sauver la carte. Et donc pour Rob Font, c'est un peu un semi-short notice. Est-ce que ça influence Mais, pour toi ou pas? concernant Rob Font, c'est pas comment il s'appelle Song Yadong qui s'est retiré du Moi, combat? moi, il me semble que c'est. Alors, j'ai pas toutes les infos. J'aurais peut-être dû faire mes recherches avant. J'avais j'avais cru voir ça sur Tapologie. Ah, moi, je pensais que Euh, c'était l'UFC qui avait vraiment brisé le combat pour que. ouais, mais j'ai peur de dire des bêtises. Mais pour moi, j'avais cru voir ça sur Tapologie. Je peux Ah peut-être non, t'as dire des raison. bêtises, hein. Sur Tapologie, c'est marqué Song withdrew. Donc Song s'est retiré du combat. Ouais, c'est ça, hein, ok. Donc bah voilà, ça Euh, répond à ta question. voilà. Bon, c'est moi qui ai tort, c'est toi qui as raison. Non, c'est pas une question de. Donc, mais quand même sur les codes de Paris. Et pour revenir à ta question de savoir sur la question de la durée de camp, d'entraînement, etc. Non, je pense qu'effectivement, Rob Font est moins fort que Mhm, Sandhagen. Ça, on va définir un petit peu les arguments. Mais je pense quand même qu'il a tendance à être un peu sous-coté. Euh, et puis, bah, tu vois, quand on avait fait l'analyse entre Rob Font et Yanez, moi, j'avais eu tendance aussi à le sous-coter un peu Rob Font. mhm. Et donc, c'est pour ça que je pense on doit remettre un petit peu de crédit à son nom. Et là, je me suis regardé un peu tous ces combats. Et c'est vrai que, non, c'est pas, il est chaud, quoi. Il reste très très chaud. Et donc c'est pour ça que je suis plus sur un 65-35. Je pense qu'un 75, un 75-25, euh, ouais, c'est un petit peu trop, quoi. Ouais, je suis d'accord. Alors, j'ai juste parce que voilà, sur Wikipédia, on dit quand même que Font was pulled aside to replace Umar Nurmagomedov. Donc on parle pas du fait que Song Yadong se soit blessé. J'essaie de trouver l'information, mais c'est Ouais, difficile en plein après, podcast. Donc ouais, ça voilà. a pas trop d'importance. Ouais. Après, La Tapologie, réalité. je crois qu'il vérifie, hein, non? Ouais, normalement, Ce qui est Tapologie ils sont plutôt forts. Ouais. ce qui est beaucoup moins le cas que Wikipédia, hein. C'est Wikipédia, je vrai. pense pas qu'il y ait des modérateurs qui viennent vérifier la page et disent hop, 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 sur Ouais. des sujets comme ça, tu vois. Enfin bon. Ouais. Donc donc maintenant je vais revenir à nos moutons. Dernier petit point Mm, important quand même, c'est que le combat a pas lieu vraiment en bantamweight, c'est un catchweight. Donc à mon avis, mhm, Rob Font était tout de même trop lourd mm. pour faire le poids en last minute. Et ça j'apprécie quand même, c'est que l'UFC fait preuve de flexibilité dans ce genre de scénario et autorise le combat à avoir lieu en catchweight. Donc Mhm, voilà, bon, moi ce que je me suis dit, c'est ça reste un short notice pour les deux. C'est vrai que quand tu as un combattant qui step en dernière minute, il est peut-être pas ultra bien préparé par rapport à l'autre, mais l'autre, mhm, d'un point de vue stratégique, ça reste un nouveau profil et tu te prépares mhm, pas du mhm. tout de la même manière
pour affronter Umar Nurmagomedov que tu te prépares pour affronter Rob Font. Donc pour moi, les cotes de Paris devraient pas être influencées par le fait que ce soit un short notice et je pense pas que ce soit un méga avantage pour Cory Sandhagen en fait. Le fait que lui soit prêt pour cette date et pas son adversaire. Je pense quand même qu'il y a un point qui est important et qui pourrait expliquer que les cotes soient aussi importantes, c'est que ce soit sur un 5 rounds et que Sandhagen se préparait pour un gros 5 rounds. On peut tous imaginer contre Umar Nurmagomedov, ça allait être un 5 rounds très très intensif. Tu vois, et donc au niveau du cardio, déjà que Sandhagen n'a plus grand chose à prouver sur ce côté-là. Par contre, un Rob Font, c'est autre chose quoi sur 5 rounds. C'est vrai. Il est pas capable de les faire pour l'instant. Enfin, il a jamais montré qu'il était capable de les faire de manière efficace quoi. C'est ça, avec son intensité habituelle. Ouais, et son volume de jeu et tout. Et donc voilà, donc je pense pas que son cardio de 5 rounds sera forcément prêt. Déjà que la fois où il a combattu pour 5 rounds, ça a pas été suffisant sa prépa. C'est clair. C'est un très très bon point parce que ça va, pour moi, ça fait partie des stratégies aussi. Parlons un peu des forces et faiblesses. Comment définirais-tu Cory Sandhagen? On va pas trop s'éparpiller parce que maintenant on est sur un combat où on connaît assez bien les deux. Quand je disais pas trop s'éparpiller, c'est pas établir un profil pendant 10 minutes, mais voilà, Cory Sandhagen, si tu devais le définir rapidement, quel mot utiliserais-tu? Je vais le définir très rapidement. Je vais dire que c'est un combattant. Donc son style, c'est du kickboxing MMA. Donc vraiment du kickboxing développé pour le MMA. Que c'est un droitier, mais qui est capable de changer de garde et travailler des deux gardes. Et il travaille des deux gardes pour trouver ses angles d'attaque. Donc c'est un kickboxer de MMA qui travaille selon les angles plutôt que rester assez figé dans ses forces. Il est très grand pour sa catégorie. Il est vraiment très grand pour sa catégorie. Il a un éventail technique défensif de déplacement qui est très très élevé. Donc là-dessus, il peut feinter, chercher le contrôle des mains, les changements de garde bien évidemment. Défensivement, il a tout l'éventail. Il peut faire ce qu'on appelle du pull, du slip, donc esquiver en arrière, retrait de buste, glisser, s'abaisser, donc les clouches. Enfin, il y a tout. Excellent en boxe anglaise, utiliser ses coudes, utiliser ses jambes. Enfin voilà, c'est vraiment le profil parfait. Et il a montré aussi une très très bonne lutte, très bon contrôle au sol et un cardio très très élevé, puisque en plus de cela, il s'entraîne chez Elevation Fight Team, donc qu'on s'appelle High Altitude Center, c'est ça? Ouais. Donc voilà, en altitude. C'est voilà pour le définir, je pense que ouais. Non, une très bonne façon de le décrire, j'aime bien parce que ça fait un genre d'éloge et ça me fait sourire parce que comme tu sais, c'est mon combattant préféré et donc l'entendre de quelqu'un d'autre, c'est chouette. Moi, j'aime bien quand même souligner son jeu de feinte parce que c'est quelque chose qui pour moi est encore un peu sous-utilisé en MMA et donc lui, il travaille beaucoup là-dessus. Donc non seulement il envoie vraiment du vrai volume en termes de frappe, j'ai regardé les stats, 5.98 frappes qui touchent à la minute et il se fait toucher en échange 3.90 fois, donc il y a quand même un beau striking differential de son côté, c'est pas mal. Mais au-delà de ce volume qui touche, il a une striking accuracy, donc une précision de frappe de 44% entre guillemets seulement, ce qui veut dire qu'il envoie beaucoup de volume. Et en plus du vrai volume qu'il envoie, il y a un jeu de feinte qui vient avec. Il le dit dans son deuxième Joe Rogan. Il est passé 2 fois sur le Joe Rogan. On l'a tous les deux écouté. On a tous les deux absolument kiffé. Donc pour ceux qui parlent anglais, on vous invite à aller écouter ça. Il le dit. Le fait d'envoyer beaucoup d'informations à ton adversaire, ça le fatigue. Et c'est aussi une des raisons pour lesquelles il switch beaucoup, il passe beaucoup de gaucher à droitier, de droitier à gaucher. C'est parce que lui, il sait quand il le fait et c'est fluide dans sa tête. Quand il passe de gaucher à droitier et qu'il se retrouve en garde ouverte plutôt qu'en garde fermée, il sait ce qu'il peut faire et ce qu'il ne peut pas faire comme déplacement, comme attaque. Son adversaire, en général, il y a besoin d'une demi-seconde. Maintenant on est en garde ouverte, donc je peux faire ça. Et le temps qu'il réfléchisse, il y a déjà eu une attaque. Donc il y a ce côté-là.
Et alors ouais, j'aime bien ce que t'as résumé quoi. Il a un panel technique qui est énormissime. Il a une très bonne anglaise. Il est capable d'envoyer une seule attaque comme des combinaisons. Il est capable d'être à l'échange. Il est bon à toutes les distances. Mhm. Contre Marlon Vera, franchement, ses low kicks étaient incroyables. Le timing de ses low kicks, il se déplaçait pour faire avancer Marlon pour saper sa jambe, c'était superbe. Les genoux sautés, les coudes, à toutes les distances, il est bon. Il est bon Mhm. pour initier. Il est bon en contre. Euh, tu sais pas lire ce mec en fait. C'est très compliqué de le lire et c'est une vraie énigme pour tous ses adversaires. Et le pire, c'est que malgré son intensité de combat, bah au cinquième round, t'as l'impression qu'il est tout aussi efficace que dans le premier. Et ça Mhm. peut être décourageant pour ses adversaires. Et en parlant d'adversaires, passons au profil de Rob Font. Comment est-ce que tu le définirais en quelques mots? Quelques mots, je définirais en disant que c'est boxe anglaise. Vraiment, je le vois comme un boxeur, un boxeur, 100% boxeur, droitier. Il est excellent quand il met de la pression, mais il a Ouais. tendance à ne pas toujours la mettre au bon moment. Mhm. Euh, Bonne défense, il a un jab excellent, il a une variation du bras arrière Mhm. excellente aussi. Donc quand je parle de variation du bras arrière, moi ça fait partie des combinaisons que je fais bosser, c'est d'envoyer par exemple un direct, bras arrière direct, overhead, crochet, uppercut, et de varier dans ces manières de faire. Mhm. Euh, je le définirais comme ça. Je pense que, comme tu disais, beaucoup de volume, capable de tenir bien 3 rounds. À partir du 4, du 5, même s'il avait été touché hein, contre Vera, je trouve que ça diminue fortement. Mhm. Euh, voilà, pour le définir, je pense qu'il commence à avoir pas mal de kilométrage quand même. Et, Ouais. euh, et je me pose la question quand même sur sa préparation, sur ses derniers combats, notamment sur ses défaites où je trouvais que physiquement, il était pas très fit, tu vois. Mhm. Ça, sur son game plan aussi, je pense pas que ça soit une team qui soit euh, très tournée là-dessus, tu vois. Voilà. Ouais. Ouais, c'est vrai que dans ces combats, tu le vois pas spécialement changer d'approche. Il a son style et il essaye de s'imposer grâce à son style et il n'y a pas vraiment une variété de jeu par rapport au profil qu'il va affronter et c'est évidemment contre-productif, surtout pour nous qui sommes absolument fans de Mm, stratégie. mm, mm. Euh, ouais, je pense qu'il Donc, n'y a pas mille manières de. Ouais, vas-y. et tu vois, dans sa team, c'est la team de Calvin Qatar, tu vois. Mhm. Et même si, alors, ils sont tous les deux excellents en boxe anglaise, tu vois, même s'ils n'ont pas du tout le même style, je trouve quand même qu'il y a des similitudes au final Ouais. sur leur manière de combattre, tu vois, Mhm. et leur Ouais, approche du ouais, combat. c'est en tout cas sur la je trouve que sur leur capacité à rentrer à distance de bras tendus, donc à distance d'anglaise éloignée, on va dire, il y a des grandes similitudes et ils ont une vraie compétence pour ça. Donc ils ont une vraie qualité pour être à un range où ni l'un ni l'autre ne peuvent se toucher et rentrer dans une distance où ils vont envoyer leur frappe, que ce soit au singulier ou au pluriel, et puis sortir de cette distance qui est plutôt précise. Et, euh, Mm, mm, et c'est ça qui fait aussi qu'ils ont un très bon jab et un très bon direct, l'un comme l'autre. Je pense que, comme tu l'as souligné, l'anglaise de Rob Font est très chouette à regarder. Moi, je trouve ça très propre, que ce soit offensivement ou défensivement. Et je te rejoins mm. aussi, c'est très important de le souligner. Sur 5 rounds, il n'est pas capable de tenir son rythme habituel parce qu'il a un rythme de jeu qui est très très élevé. Je vais prendre les statistiques. Il touche Mhm. ses adversaires 6,46 fois à la minute avec une précision de 46%. Donc c'est un volume de jeu qui est encore bien au-dessus de celui de Sandhagen. Donc pour rappel, Sandhagen Mhm. c'était 5,98 avec 44% de précision. Donc il a un débit qui est plus élevé. Et une des différences entre les deux, j'ai l'impression, c'est que Sandhagen a un style un peu plus flowy, où il va pas Mhm. spécialement appuyer toutes ses frappes. Sur l'anglaise de Sandhagen, j'ai l'impression qu'il appuie pas spécialement. Quand il cherche le chaos, c'est plus avec ses coudes ou ses genoux. Alors que Rob Font,
t'as l'impression qu'il appuie chacune de ses frappes. Son jab est puissant, il met un knockdown à Moraes sur un jab, Mhm. il éteint pas, mais Cody Garbrandt, tu voyais qu'à chaque jab ou à chaque direct qu'il encaissait, ça lui faisait bien mal. Donc j'ai l'impression qu'il met un peu plus Mhm. d'énergie dans chacune de ses frappes, ce qui justifie Tout à peut-être fait. pourquoi il n'est pas capable de tenir jusqu'à la dernière seconde. Est-ce qu'on peut faire un rapide tour d'horizon sur le grappling de part et d'autre. Donc, tu as notifié que Sandhagen avait une très bonne lutte et je te rejoins. Et en plus, je trouve que sa lutte est intelligente parce que il va pas toujours l'utiliser pour mettre l'autre au sol. Il va aussi l'utiliser simplement pour varier le jeu et pour continuer à donner des Mhm. informations à son adversaire. D'ailleurs, on l'a vu contre Song Yadong et contre Song Marlon Vera. Yadong. Il a beaucoup de tentatives, très peu de réussites. Mais en fait, quand tu regardes le combat, c'est pas qu'il a des tentatives où il veut absolument le mettre au sol. Il a une tentative pour varier le jeu et il va pas se fatiguer avec sa lutte, il va juste prendre le contrôle puis sortir, faire quelque chose en sortie de clinch. D'un point de vue grappling, je trouve que Sandhagen a un peu ce côté peu orthodoxe. Il va sortir, on l'a vu contre TJ Dillashaw, après son genou sauté, il va chercher un triangle inversé. C'est pas tout le monde tout le monde n'est pas capable de faire ça. Il sait grappler malgré, je vais pas dire malgré, c'est pas du tout le mot qu'il faut utiliser, mais il a, comme tu dis, il est très grand pour la division, il est très longiligne et c'est plutôt rare de voir des grappleurs qui savent utiliser ça comme une grande force. Je trouve que Sandhagen, il a vraiment ce côté, voilà, il connaît son corps et il sait comment l'utiliser en grappling. Et dans notre dernier podcast, parce que je l'ai réécouté avant d'enregistrer ici, tu notifiais aussi que Rob Font, son grappling était sous-estimé, sous-évalué. Euh, il l'utilise pas beaucoup, mais quand ça va au sol, il a du répondant. Il a notamment une belle victoire par guillotine contre Dejan Drage. Donc voilà, Mhm. je pense que si ça va au sol, ça peut être aussi divertissant que quand ça restera debout. Ouais, je pense que tu as bien défini. Contre Deandrage, il a sa victoire par guillotine, même s'il a touché avant, en fait, hein. Mais Ouais. en tout cas, contre Andrade, il a cherché la lutte et le sol, hein, dès le premier round. Mhm. Et alors que pour moi, on va dire que je trouvais ça intéressant parce que pour moi, il était plus grand, plus puissant que Andrade, mais il s'est dit, il y a quand même un risque face à lui de me prendre un knockdown, etc. J'ai plus de Mhm. chance en lutte et en le mettant dos au sol, c'est ce qu'il a fait. Et c'était très intelligent de sa part. Et Ouais. je pense qu'il a quand même une moins bonne lutte et un moins bon grappling. Et on en a déjà parlé, des profils qui savent d'avance qu'ils ont une moins bonne lutte et un moins bon grappling vont un peu refuser le sol. Donc on l'a Ouais. vu hein, contre comment il s'appelle celui qui lui a mis des sales low kicks là en début de combat. Pedro Munoz. Voilà, contre Pedro Munoz. Il met Pedro Munoz au sol. Munoz va sur une clé de jambe, ou un truc dans le genre, une clé de cheville. Il s'en dégage très très rapidement, mais sans vraiment comme si Grand Islava, tu vois. Vraiment, c'est exactement la même chose, tu vois. Ouais. C'est comme si ça lui avait brûlé les pieds, tu vois. Il a pas voulu du tout réengager dans le sol. Et de l'autre côté, par contre, ben, Sandhagen, ouais, sa lutte, je la trouve très bien et son grappling aussi. Par contre, je trouve que des fois, il l'utilise au mauvais moment. Je vais m'expliquer. Hmm. Alors, autant face à Song Yadong, je trouvais ça très intelligent d'aller directement en lutte, là où on s'attendait à avoir une opposition du volume contre la puissance, tu vois. Mhm. Donc ça, j'ai beaucoup aimé, même si bah, en tant que fan, bah, t'es là, tu es, et on était là pour voir vous frapper dessus. Mais contre Marlon Vera, j'étais assez étonné, alors qu'il était en train de mener les Ouais. débats debout et mettre de la pression et trouver enfin vraiment des ouvertures. Il plonge dans les jambes, donc ça paye, hein, parce qu'il met au sol et puis il prend large son premier round. Mais c'était un peu instinctif, tu vois. Genre, Ouais. j'ai fait ma combinaison, j'ai une ouverture, je descends dans les jambes, tu vois. Et ça, je pense que c'est lié à leur type d'entraînement chez Elevation. Ouais. Elevation. Ils travaillent beaucoup en MMA avec des protèges tibia, des gants MMA, des genouillères, et ils varient autant le striking que le sol, le striking. Mais des Mhm. fois, je pense que c'est plus instinctif que Ouais. stratégique. Tu vois?
Ouais, ça rejoint un peu ce qu'il a dit, tu vois, sur le Joe Rogan, le fait de varier beaucoup. Pour lui, c'est un avantage parce que ça met l'autre en permanente réflexion et il travaille ça énormément. Et donc peut-être que c'est plus par défaut qu'il le fait en se disant, ok, maintenant je viens de trouver mes ouvertures debout. Il va penser à défendre debout. Hop, j'ai en profiter pour l'amener au sol. Comme ça, la prochaine fois que ça se relève, le mec sera perturbé en se disant, ok, il m'a touché debout, il va certainement vouloir lutter. Et à ce moment-là, je vais pouvoir quand même feinter la lutte et attaquer en pied-point. Et c'est pas toujours judicieux, mais c'est ça aussi le truc avec ce genre de combattant, c'est quand tu as un débit d'action aussi élevé, toutes tes actions ne peuvent pas être la plus judicieuse à chaque moment, et ça, Oui. voilà, ça reste très difficile à gérer. Je vais transiter vers la... vas-y. Juste pour rebondir sur ce que tu dis de sa justification, effectivement sur Vera, il aurait peut-être pu continuer debout, mais de l'autre côté, c'est vrai qu'après, si tu regardes sur du long terme, là par exemple un Rob Font, il va se dire, wow, en fait, s'il me domine, je dois aussi me méfier des mises au sol parce qu'il peut me mettre au sol et me boxer. Et donc c'est un investissement aussi à long terme sur les prochains combats. C'est ça. Exactement. Pas que sur le moment, se dire après. Là, en fait, le fait qu'il puisse partir en lutte, boxer, feinter et tout, ça devient aussi l'enfer pour les futurs adversaires. Ouais. Tout à fait. J'ai transité sur la partie game plan du podcast. Tu as souligné le fait que Pedro Munoz, en début de combat contre Rob Font, a essayé d'annihiler sa jambe. Est-ce que cette partie-là est le point commun des stratégies de part et d'autre, parce que on va dire sur papier, quand tu rencontres quelqu'un qui a un excellent jab comme Rob Font, un classique dans la stratégie, c'est le mec qui a un bon jab, il a obligé de positionner sa jambe avant à disposition. Tu punis sa jambe avant, ça va lui enlever l'envie d'envoyer autant de jabs. À l'inverse, quand tu rencontres quelqu'un qui a des très bons mouvements, des très bons déplacements, tu as aussi envie de viser sa jambe avant parce que c'est la plus facile à toucher a priori, et aussi parce que à force de la toucher, la qualité de ses mouvements va diminuer. Donc est-ce que dans ce combat, les low kicks doivent être une partie stratégique de part et d'autre? Moi je l'ai pas noté dans ce que je pensais sur les game plans. Le point commun entre les deux, c'était pour moi la question de la pression. Mais sur les low kicks, je pense pas que ce soit leur spécialité comme Pedro Munoz, tu vois. Et j'aurais plutôt parié sur autre chose. J'aurais plutôt parié sur le jeu de jambes et la pression de part et d'autre. Après ça peut être une stratégie. Rob Font, je sais pas s'il a cette capacité à vis-à-vis des low kicks. Et de l'autre côté, tu vois, Rob Font, il a quand même pas mal sanctionné, entre guillemets, avec son bras arrière Pedro Munoz aussi, tu vois. Ouais. Donc, je sais pas. C'est une stratégie, ouais. J'ai juste prendre une statistique, parce que voilà, c'est toujours intéressant de voir ce qu'il en est. Mais si tu prends le combat de Rob Font contre Vera, alors oui, c'est sur 5 rounds, mais Marlon Vera touche 42 fois avec un low kick Rob Font sur 47 tentatives. À l'inverse, Rob Font lui en envoie 24 sur 24. Donc, ce genre de stats me donne envie de dire que Rob Font les low kicks, voilà, il en est capable, mais de l'autre côté, il est aussi facile à toucher avec cette arme-là. Et pareil pour Sandhagen, je sais pas quel combat je vais prendre, mais je vais aussi prendre celui contre Marlon Vera, comme ça on a un petit tour d'horizon. Marlon Vera a touché avec 17 low kicks sur 24 envoyés, et Sandhagen en a touché 28 sur 31 envoyés. Donc lui aussi de son côté, les low kicks fait partie de son jeu, et sa jambe avant reste assez disponible. Assez disponible. Donc c'est pour ça que en voyant ces statistiques, je m'étais dit tiens, de part et d'autre, ça peut être intéressant parce que sur un combat en 5 rounds, tu peux beaucoup plus construire un peu les effets du low kick sur un cumul, et face à ce genre de profil d'ordre général, c'est intéressant d'aller low kicker sans rentrer trop dans le détail. Alors maintenant, je vais rebondir sur ce que toi tu as dit. J'aime beaucoup parce que je me suis aussi posé la question pour la pression. Du côté de Sandhagen, je pense que c'est très très intéressant
parce que je pense que Rob Font peut être mis sous pression, et sous pression, il est beaucoup moins efficace. Ouais. Du côté de Rob Font, je reste sur l'interrogation, parce que, comme tu l'as dit, il met pas toujours la pression au bon moment, et mettre Sandhagen sous pression, tu risques de plus te fatiguer qu'autre chose. Enfin, j'ai plutôt le positionner comme ça, chercher à mettre Sandhagen sous pression, tu risques de plus te fatiguer parce que c'est difficile. C'est vraiment difficile, et on a vu ce que ça donnait pour Frankie Edgar. Tu risques aussi de rentrer dans une belle collision. Pour moi, c'était plus, tu vois, genre pression et cadrage comme il l'avait fait avec Marlon Vera, tu vois. Au début, il y avait des petites erreurs de déplacement sur le cadrage de la part de Rob Font, mais pour moi, c'est là où il devrait être. Effectivement, et ça fait partie un petit peu de ce que j'ai noté dans le game plan de Sandhagen. J'avais mis que s'il se faisait mettre sous pression, les genoux sautés seraient une très bonne solution contre Rob Font, tu vois. Ouais, mais je vois difficilement Rob Font trouver un chemin vers la victoire si il est sur son pied arrière. Je le vois difficilement, tu vois. Je suis d'accord. Pour moi, s'il met sous pression, ça doit être le cadrage et l'utilisation de son jab. Je pense que ça, c'est... Et puis, mais après j'ai d'autres petits éléments, tu vois. Mais j'ai mis... Vas-y. Je t'en prie. J'allais dire, okay. cite les autres éléments, comme ça on couvre ça. Alors pour moi, comme ça, sa grosse force, c'est la boxe anglaise. Dans le game plan de Rob Font, j'aurais bien vu plutôt un travail de pression, d'utiliser son jab pour pouvoir avancer et cadrer, sans mettre autant de force qu'il le fait habituellement. D'utiliser les crochets. Alors peut-être qu'à la place des low kicks, tout ce qui va être crochet, tout ce qui va être coup de poing retourné, comme on l'avait vu avec Peter Yan, c'est des choses qui peuvent fonctionner. Et ce que j'aurais souhaité voir, c'est d'aller chercher un petit peu de cage control, tu vois. Ouais. De mettre Sandhagen à la cage, le contrôler, et peut-être pouvoir, dans ses sorties de clinch, aller chercher ce qui fait beaucoup, hein, ce collar tie, ses uppercuts, ou des frappes puissantes, son bras arrière en sortie de clinch, ce genre de solution. Ça aurait été un petit peu ça, quoi. Tu vois. Il met un très très beau coup de coude contre Cody Garbrandt en sortie de clinch aussi, Rob Font. Donc il a ça dans son arsenal, et ça peut être intéressant contre Sandhagen. Ouais, je suis assez d'accord. Moi j'ai quand même une question, parce que on a beaucoup parlé du 5 rounds. Est-ce que Rob Font doit se sentir capable de gagner à la décision, parce qu'on en parle souvent sur ce podcast. Si tu, de temps en temps, misais sur un finish dans les 2 premiers rounds, est la route vers la victoire la plus probable pour toi. Est-ce que dans ce combat-ci, la meilleure approche du combat pour Rob Font serait-elle de chercher à finaliser dans les 2 premiers rounds, quitte à être vraiment en galère dans le 3, 4, 5, en partant du principe qu'il serait pas capable de gagner une décision sur 5 rounds contre Sandhagen? C'est une vraie question que je me pose. Ouais. On va partir du principe que Rob Font a vraiment galéré sur son 4 et 5 contre Marlon Vera parce qu'il s'est pris un knockdown à la fin du 3e. Et que ça a pu vraiment entacher, et puis s'est repris des knockdowns derrière. Hein. Ouais. Donc, je pense quand même que stratégiquement, il faut toujours arriver avec, en se disant, si je prends le 1, je veux le 2 et le 5 par exemple. Non, 1, 2, 5, c'est bon. 1, 2, 5. Si, par exemple, Sandhagen balance la sauce au premier, il me faut le 2, 3 et 5, par exemple, tu vois. Ça serait plus ce genre de stratégie que je pense qu'il faudra avoir pour un Rob Font qui a pas le cardio suffisant. Ok. Ouais, donc il doit vraiment être dans la gestion de combat round par round. Il doit l'avoir forcément, tu vois. Il peut pas tout miser sur un premier ou un deuxième round, tu vois. Ouais. C'est là où il va se prendre un coup de genou sauté dans le premier round ou des trucs comme ça. Pour moi, il doit un minimum l'avoir, tu vois. Un minimum se dire, il me faut soit il lui faut 3 rounds, tu vois. Ouais. Il lui faut 3 rounds dans tous les cas. Et peut-être que le premier round, il va peut-être un peu subir. Et donc il va falloir qu'il s'exprime un peu plus dans le 2e et le 3e, et c'est là où il aura les chances de gagner par finish.
Et s'il réussit pas dans son 2 et son 3, il doit faire passer le 4 et emporter le 5, tu vois. Ouais, c'est très intéressant parce que c'est un combat vraiment difficile à approcher de part et d'autre en soi parce que les deux sont durables aussi, donc il y a une plus grosse chance que ça voit la fin ou que ça voit en tout cas les rounds tardifs que ça se finisse dans les deux premiers, même si la possibilité reste là. Et sur la question de volume et de déplacement de Sandhagen, je pense que TJ Dillashaw, qui est excellent, il était excellent en déplacement, en kickboxing, MMA, il a solutionné ça, tu vois, par le contrôle à la cage, tu vois. Ouais. Alors c'est une décision partagée, mais ça lui a permis d'arriver suite à une blessure avec un cardio qui était pour moi pas suffisant, tu vois, et il a su solutionner ça comme ça. Donc ça pourrait être aussi un chemin vers la victoire pour Rob Font, tu vois. C'est clair. Bah, encore une fois, tu vois, ça revient sur les bases de quand tu affrontes un combattant qui a de très bons déplacements. La base, c'est les low kicks pour diminuer la qualité des mouvements et tout ce qui empêche le gars de faire des mouvements, donc le coller à la cage ou l'amener au sol. Je pense que quand j'avais fait une analyse de Cyril Gane, c'était un peu ça que je disais. Quand tu affrontes quelqu'un qui a un bon mouvement, punir sa jambe avant et bloquer à la cage ou le mettre au sol, ce sont les meilleures façons de réduire sa capacité de mouvement ou même les enlever complètement. Du côté de Sandhagen, est-ce que tu changes beaucoup ton jeu quand tu combats contre Rob Font, au-delà de peut-être faire comme il a fait contre je trouve que contre Lineker, il avait vraiment une bonne approche de combat, Sandhagen, de venir mettre la pression face à quelqu'un face auquel ça paraît dangereux de mettre la pression. Est-ce que ici c'est une approche qu'il doit absolument mettre en place et est-ce que tu as noté d'autres éléments? Non, moi je pense pas qu'il doit changer énormément. Je pense qu'effectivement il doit mettre de la pression, mais une pression désengageante comme ça, tu vois. Comme il avait fait avec Lineker, c'est que si Lineker cherche à attaquer, soit il désengage, soit il désengage sur ses angles. Donc il rentre et puis il repart sur les côtés, il se replace, etc. Donc c'est vraiment... je pense que ça serait une bonne solution. Là, maintenant que tu parles des low kicks, effectivement, je pourrais le voir... travailler surtout sur des inside, tu vois, des inside low kicks, des low kicks jambes jambes Intérieur avant, de la jambe intérieur, avant, tu vois. Ouais. Comme ça lui permet d'être avoir son épaule qui le protège d'une éventuelle droite, tu vois. Et ça fait mal, quoi. Ça fait vraiment mal les low kicks jambes avant. Je pense que ça pourrait être une solution. Je suis pas très chaud sur le low kick de la jambe arrière, tu vois. Ouais, en tout cas, en droitier contre droitier. Droitier contre droitier vis-à-vis de Rob Font. Et donc, effectivement, ça pourrait être une solution. Pour moi, il doit pas changer son approche. Par contre, je pense qu'il y a tellement de combats de Rob Font qu'il y a de quoi vraiment trouver des ouvertures et de travailler sur des combinaisons adaptées à Rob Font, tu vois. Ouais. Donc il peut faire des parries, il a des petits il va avoir des petits comment on appelle ça, pas des tocs, tu vois, mais des petits indicateurs qui va envoyer un jab, tu vois. Ce genre de situation qui peut ou sur les genoux sauter, autant d'informations qu'il peut utiliser pour trouver une ouverture, tu vois. Ouais, j'ai revu le combat contre Marlon Vera et je trouve que Sandhagen avait déjà ce qu'il fallait pour affronter Rob Font par rapport à la réponse au jab. Je trouve que Sandhagen avait tout le temps une réaction différente au jab de Vera et chacune de ces réactions faisait sens, tu vois. Il a fait des reculs du buste pour réengager derrière, il a chassé pour réengager derrière, de temps en temps il a simplement désengagé, de temps en temps il a puni la jambe avant et il variait vraiment ses contres ou ses réponses au jab. Et c'est intéressant parce que je pense que Rob Font il construit son jeu sur base de son jab et de la variété de son bras arrière en lisant un peu les réactions défensives de ses adversaires face à son jab. Et donc le fait que tu aies chaque fois une réaction différente, tu sais pas laisser place à l'anticipation pour ton adversaire. Est-ce que tu avais des points supplémentaires ou on passerait aux pronostics et aux préférences? Non, dans les points supplémentaires, je pense le dernier point que je pense qui peut être noté sur des profils comme Sandhagen, c'est les deux vont travailler au corps.
Je pense que Rob Font, le travail, ses bras arrière au corps pourrait être très très intéressant sur Sandhagen, avec un profil comme lui qui change de garde. Le corps, tu l'as déjà dit régulièrement, mais c'est ce qui bouge entre guillemets le moins. C'est assez facile et sa variété du bras arrière, donc de travail au corps, je pense que ça pourrait être très intéressant. Mais de l'autre côté, par contre, Sandhagen, je pense qu'il pourrait se mettre vraiment en danger avec son crochet avant au corps, en droitier contre droitier, donc le 3 body. Ça, pour moi, c'est une habitude qu'il a qui pourrait être dangereuse avec la puissance de frappe qu'a Rob Font, tu vois. Ouais. Et puis avec ses angles, son bras arrière est assez étrange à Rob Font. Il va envoyer des... c'est pas très académique. Autant il a une approche de la boxe anglaise, Rob Font, qui est très académique, bien bossé sur son jab, bien défensivement, et puis sur son bras arrière. Autant sa technique, elle n'est pas très académique, et donc il faut s'en méfier, quoi. Il faut s'en méfier. Ouais, voilà, c'était le dernier point sur le travail au corps. C'est vrai qu'on peut souligner ça aussi, mais c'est vrai que Rob Font à l'échange, il est très bon aussi. Il est capable vraiment de commencer une combinaison, bloquer le contre de son adversaire et rester à l'échange pour remiser encore derrière, contrer un peu le contre. Ouais, donc très intéressant. J'aime beaucoup tout ce qu'on a dit. Il est temps de passer au pronostic et aux préférences, même si ça me semble assez logique vu les pronostats qu'on a donnés en début de podcast. Comment est-ce que tu vois le combat se dérouler? Quel est ton pronostic noir et blanc? Donc pour rappel, on donne des pronostats justement pour avoir de la nuance, parce qu'on sait que quand on donne un pronostic, c'est noir et blanc, et on pourra avoir raison que entre 50 et 65% du temps. Si on est mauvais, c'est plutôt 30%. Mais vas-y, je t'en prie. Mon pronostic, je vois Sandhagen l'emporter par... je pense qu'il va être le premier à mettre KO TKO Rob Font, tu vois. Et je le vois obtenir son finish dans le 4e round. Et je verrai plus un TKO. TKO 4e round. Ouais. C'est pour moi la plus grosse probabilité. Enfin non, la plus grosse probabilité serait une décision de Sandhagen, mais je vais prendre... si je devais faire un pronostic type Paris, je parierais sur TKO Sandhagen 4e. Voilà. Ok. Et c'est ta préférence? Ma préférence, ça serait une victoire de Sandhagen au premier round par KO, flying knee, tu vois, ça me... Voilà, un truc hop, et puis on passe à autre chose, et puis c'est cool, tu vois, pour la suite. Mais après, voilà, j'aime aussi beaucoup Rob Font, et on va dire c'est mes deux préférences. Soit Sandhagen qui l'emporte de manière magistrale très, très rapidement, ou soit un Rob Font qui prend une décision à la dure et vraiment genre David contre Goliath. Voilà, moi je suis aussi beaucoup dans ce genre de scénario que j'adore, donc voilà, ça serait vraiment mes deux préférences. Ouais. Moi, en termes de prono, je vais aussi prendre un petit risque. Je vais dire Sandhagen dans le 3e par TKO également. En revanche, sur ma préférence, j'aimerais le voir gagner par soumission. Je vais m'expliquer. Je vais expliquer pourquoi. Tout simplement parce que on voit. En tout cas, c'est mon ressenti. J'ai l'impression qu'il veut intégrer de plus en plus l'aspect lutte et grappling à son jeu. Peut-être qu'une des raisons pour laquelle il veut faire ça, c'est pour prouver qu'il mérite un rematch contre Sterling, parce que Sterling, ça a été vraiment je sais pas si je peux dire une contre-performance, mais il s'est vraiment fait surprendre. Il se fait soumettre après 90 secondes. Ça a été très rapide. Il se fait soumettre, du coup, en grappling contre un très bon grappleur. Et je pense que il a envie d'avoir ce petit argument dans son palmarès en disant, OK, maintenant, je suis sur 3 belles victoires d'affilée. En plus de ça, j'ai prouvé que mon grappling s'est vachement amélioré. Donc, j'aimerais pouvoir challenger une nouvelle fois Sterling, en partant du principe, évidemment, que Sterling est encore champion après son combat contre O'Malley, et qu'il reste aussi dans la division. Donc ça, c'est à voir. Et je pense que c'est aussi pour ça qu'il avait accepté de combattre contre Nurmagomedov, qui, d'un point de vue ranking, n'avait aucun sens pour lui. C'était beaucoup de risques et très peu de gains. Et je pense qu'il voulait affronter... il avait call-out Dvalishvili. Il a accepté contre Nurmagomedov, et à mon avis, c'était pour prouver justement que son grappling s'était amélioré, pour avoir un gros argument supplémentaire pour venir chercher sa revanche contre Sterling. Donc ici, ma préférence, ce serait de le voir gagner par soumission. Comme ça, il a quand même cet argument à son palmarès.
Ouais, c'est vrai que c'est un scénario assez intéressant, clairement. Eh ben voilà, on a fait le tour. Si tu as quelque chose à rajouter, je te laisse le faire. Mais avant ça, j'exprime toujours ma gratitude. On est tous les deux en vacances et on avait prévu de faire ce podcast sur 20 minutes, mais je pense que c'était impossible. Ce combat est trop stylé. Donc, Brian, Ouais. en tout grand merci pour ton temps. Encore une fois, ta préparation. Je suis tellement heureux de pouvoir faire ces podcasts avec toi. Donc, merci à toi et merci à tous ceux qui nous écoutent jusqu'au bout parce que donner 45 minutes de votre temps, si vous nous écoutez en x1, si c'est en x1.5, le merci reste le même. Merci à vous d'avoir écouté jusqu'au bout. On se retrouve très bientôt. C'était Chris et Brian. Brian, je te laisse le mot de la fin. Bah écoutez, ciao ciao tout le monde, passez une bonne journée et à très bientôt. Hâte de vous lire aussi. Ciao, ciao. Ciao.